Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'EduVoices, le chapitre 7, comment faire du cours une expérience interactive. Bonjour Gauthier. Bonjour Joris. Alors je suis ravi de me retrouver avec toi aujourd'hui pour parler un peu de comment est-ce qu'on va aller capturer l'attention des élèves via des expériences interactives et justement quels sont les points clés pour réussir une expérience interactive. Quelle est l'importance de l'expérience dans l'étape d'apprentissage ? Alors l'expérience dans l'étape d'apprentissage aujourd'hui elle est de plus en plus grande. On se rend compte que plus un élève va être immergé directement dans une forme d'expérience, plus il va être en capacité aussi d'apprendre. Ça rejoint les propos qu'on peut avoir sur la notion d'attention et de concentration. Et aujourd'hui, c'est pas forcément évident de capter l'attention et la concentration d'un élève. Donc il y a cette notion de se servir de l'expérience pour permettre l'apprentissage. Plus on va emmener dans une histoire, plus on va créer une sorte d'univers d'expérience avec des interactions, plus on va venir nourrir et capter l'attention et également s'offrir la possibilité de la concentration de l'élève pour qu'il puisse apprendre par la suite. Aujourd'hui, mon expérience par l'apprentissage, c'est extrêmement présent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les générations Z, la génération Z qui arrive, qui est en train de grandir tranquillement, tout simplement, elle vit des expériences tout le temps. Elle vit des expériences au travers des jeux qu'on lui propose, au travers des applis, au travers des sites web. La notion d'expérience, elle est présente dans la plupart des conceptions de ce qu'on va retrouver hors du milieu scolaire. Même la façon dont des marques vont venir parler à des jeunes, on va leur mettre en avant la notion d'expérience. Et on va leur proposer des expériences interactives pour venir parler avec eux, capter leur attention. Et donc en soi, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait apprendre de l'univers hors scolaire par rapport à la notion d'expérience qu'on pourrait réintégrer directement. Donc une génération qui vit des expériences, qui en demande de plus en plus. D'accord. Et donc c'est un moyen aujourd'hui au niveau éducatif de venir faire apprendre aux élèves en leur faisant vivre des expériences directement. Est-ce que tu as un exemple en particulier ? L'exemple en fait qu'on pourrait avoir sur tout ce qu'on va appeler au niveau éducatif de l'apprentissage par projet. D'accord, ouais. L'apprentissage par projet, on est déjà sur une forme d'expérience qui est proposée. Donc on a une réunion d'élèves, de groupes d'élèves, parfois d'équipes même d'élèves, on va peut-être avoir ce type de vocabulaire, qui vont se réunir pour travailler autour d'un même sujet. Et donc on est déjà sur cette notion de proposer quelque chose qui serait différent d'un apprentissage classique, mais qui leur permette de se décaler pour pouvoir travailler ensemble plus facilement. Oui, et en plus que l'apprentissage par projet vient aller travailler sur les compétences disciplinaires, mais également d'autres compétences, plutôt les soft skills et l'autonomie de l'élève. Tout à fait, à partir du moment où on sort d'un cadre qui est plus traditionnel, et à partir du moment où on va avoir des formes d'interaction et que les élèves vont avoir aussi une forme d'autonomie pour travailler autour d'un même sujet, là, on va venir travailler des compétences transverses, on va venir travailler la collaboration, l'esprit critique, le questionnement, mais l'autonomie également des élèves pour pouvoir arriver et pondre un projet. Donc, l'apprentissage par projet et l'expérience existent déjà en tant que tel dans le cadre scolaire, mais les enseignants ou les équipes pédagogiques ne prennent pas forcément conscience qu'elles pourraient appuyer davantage sur cette notion d'expérience pour venir capter cette génération Z. Et c'est aussi un moyen de garder la motivation de ces élèves tout au long de l'année, par exemple. Tout à fait, il y a cette notion de rythme. La notion de l'expérience permet d'amener un rythme à la façon d'enseigner. De la même manière que ça permet d'engager et d'impliquer les élèves. On reprend l'exemple de tout ce qui peut être autour de la ludification. Donc amener du ludique, amener du jeu au sein même de la classe. On parle de ludification ou de gamification, le mot est anglais, parfois plus utilisé. Le jeu engage, et les mécaniques de jeu sont créées sur des comportements, c'est du pur cognitif, pour engager le joueur petit à petit à s'investir un peu plus. Et donc il y a cette notion de le ludique amène de la concentration, amène de l'attention, et peut permettre d'engager, d'impliquer davantage les élèves dans une forme d'apprentissage. Attention, néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que le jeu a une finalité pédagogique et donc prendre du recul. Amener le jeu pour le jeu, ça ne sert à rien. Par contre, il faut amener un peu de hauteur pour montrer à l'élève qu'il a appris quelque chose au travers de l'expérience.
Ouais, d'accord. Donc toujours contextualiser l'expérience ou la ludification du coup au sein de tout le programme. Tout à fait. D'accord. Et du coup, si, imaginons que je suis un enseignant débutant, c'est ma première année, j'ai entendu parler de ludification ou de créer des expériences interactives, quels sont les conseils que tu pourrais me donner pour pouvoir justement bien débuter dans cette étape? Il y a un conseil principal, ça serait d'essayer, ça c'est pas entre guillemets technique. Il y a une première chose à revoir qui est de repenser la notion d'interaction. Qu'est-ce qu'on veut dire par repenser la notion d'interaction? Un point qui est important, c'est de se dire l'interaction ou l'expérience interactive, ce n'est pas seulement débattre, ce n'est pas seulement prendre un temps de questions. Ça en fait partie, mais c'est une expérience qu'on ne fait pas vivre. C'est un temps de discussion et d'échange où on vient encore servir une notion de théorie. Là, il y a cette notion de venir impliquer un peu plus. Comment est-ce qu'on doit considérer l'interaction? L'interaction, il faut la considérer sur deux aspects. Un aspect donc, qui est temporel, c'est-à-dire qu'il faut dédier du temps à l'interaction. Ça, c'est le premier point, je pense, c'est le plus abordable. Sur les moments où on va prendre des temps de questionnement, d'échange, de débat, peut-être travailler en groupe, mais dire qu'on va créer des capsules temporelles à l'intérieur de son cours et de ce qu'on apporte pour permettre des formes d'interaction. Donc déjà, avoir du temps pour, donc dédié à. Le deuxième point, il est sur avoir une compréhension différente des unités humaines qu'on va avoir au sein même de l'environnement de la classe. Classiquement, lorsqu'on vient parler d'une classe, ce qu'on va avoir, c'est l'enseignant et les élèves. Et les élèves pris collectivement ou éventuellement individuellement. Qu'en soit, on va avoir trois unités. Maintenant, trois différentes formes d'unités. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut proposer, c'est de dire, regardez, si vous faites travailler vos élèves en duo, vous avez une autre forme d'unité sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En trio, à4, à5, ou peut-être vous allez vous dire, moi, vous pouvez interagir avec eux, et on oublie l'unité de professeur, vous venez vivre l'expérience avec eux. Vous pouvez aller au-delà de ça en vous disant tout simplement que l'interaction, elle peut se vivre avec une autre classe, et là on peut rééchanger de nouveau. Créer des dynamiques, créer des croisements pour amener un peu plus d'interaction, et même parfois créer des temps de vide. D'accord. Pour aussi mettre en valeur l'interaction. En tant que tel. Ça rejoint la notion temporelle, mais dire un moment d'absence, tout simplement, du professeur, pour voir comment est-ce que les élèves vont aussi se débrouiller, c'est assez important. D'accord, donc typiquement ça serait par exemple, je vais aller donner une consigne ou mettre en place l'interaction, l'expérience commence comme habituellement, et là je m'en vais juste pour aller donner un espace de liberté aux élèves et qu'ils puissent interagir selon leurs propres règles au final. Oui. Et cette notion-là, c'est-à-dire que ça leur permet si on montre une forme de détachement une fois que les consignes sont amenées, il y a une notion de confiance, il y a peut-être une petite prise de risque aussi, mais c'est intéressant de voir quelles sont les dynamiques qui peuvent être amenées. Donc au final, c'est un peu un changement de posture par rapport à ça. Alors il y a un changement de posture, ça c'est évident, de ne pas être entre guillemets sur quelque chose de vertical, mais plutôt être à côté des élèves. En cela, il y a une forme de lâcher prise et de prise de distance par rapport à l'expérience qui est amenée. On propose une expérience, on ne l'impose pas directement. Une expérience est bonne lorsqu'elle est acceptée, lorsqu'on la propose, plus que on sent qu'on l'a finalement imposée. Donc quand on va la concevoir, on va entre guillemets l'imposer, mais il faut voir comment est-ce qu'on l'amène pour avoir un public qui soit à fond, qui soit impliqué directement. Donc être plus sur une forme de proposition et de prendre un peu de distance vis-à-vis de la classe. D'accord. Ça me rappelle un exemple d'une enseignante aux États-Unis, Esther Wojcicki, qui m'expliquait comment elle avait commencé à travailler avec des ordinateurs au sein de la classe, où justement elle avait totalement changé sa posture, pour simplement dire je ne connais pas aussi le fonctionnement des ordinateurs, venez et apprenons ensemble comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser un ordinateur en classe. Et c'est au final ça, c'est arriver à se dire on se met au même niveau que les élèves, peu importe, est-ce que je suis accompagnateur ou est-ce que je suis également dans ce sens-là.
Ouais. Ou sinon on peut avoir certains enseignants qui sont dans une posture de apprenez-moi quelque chose. Justement, vous avez un savoir typiquement apprendre à coder, certains élèves le maîtrisent dès le plus jeune âge. Maintenant c'est on va aller retourner on va inverser la table et puis la classe et dire allez-y, apprenez-moi comment coder par exemple. Est-ce que quand on va aller préparer ces expériences, quand on va aller préparer ces interactions, ça demande plus de temps? Comment est-ce qu'on s'organise au final pour pouvoir préparer ce genre d'interaction? Ça, comme tu le dis, ça demande de repenser la façon dont on conçoit et dont on va amener le cours. Ouais. Donc plus de temps de travail en amont, mais il y a peut-être, c'est aussi ça le pari, hein. Il y a peut-être moins de temps en classe à être sur une forme de gendarmerie ou de contrôle. C'est-à-dire que si l'expérience implique et fait que les élèves sont à fond, il y a une prise de distance qui permet de mieux observer, mieux voir les apprentissages directement. Donc c'est plus de temps sur la conception, c'est aussi une forme d'exercice intellectuel à amener pour pouvoir concevoir plus facilement. Comment est-ce qu'on vient concevoir? Il y a cette notion vraiment de avoir une vision macro de ce qu'on veut amener, de ce qu'on veut apporter. Donc avoir une vision macro de l'expérience pour pouvoir amener des éléments micro qui vont constituer l'expérience et l'histoire qu'on amène. D'accord. En cela, ce qui va être micro, ça va être quelles sont les formes d'interaction, qui interagit avec qui, pourquoi, pour aller à l'étape suivante et comment ça fonctionne. Donc construire, avoir des petites briques logiques qui viennent construire l'histoire globale. On vient vraiment là parler de storytelling. Comment est-ce qu'on va créer parfois un univers, parfois un monde avec des mots, avec un vocabulaire qui permet d'impliquer davantage les élèves. Et tout simplement même une petite histoire, une petite séquence qu'on va amener et imbriquer avec une logique et avec différentes formes d'interaction. Ça va déjà constituer une forme d'histoire. Mais important, vision macro et micro. Ça, je pense que c'est le premier point. Oui. Et pour savoir davantage ce qu'on va considérer en amont pour pouvoir mieux remplir techniquement et avec sa propre matière, que ce soit des mathématiques, des anglais, de l'histoire-géographie, il y a cette notion de jamais perdre de vue la finalité de ce qu'on amène au niveau pédagogique, bien comprendre les unités de temps et les unités humaines qu'on fait interagir, donc sur les différentes séquences, qui interagit avec qui et pourquoi. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure de le prof, le groupe d'élèves et tout ça. Est-ce qu'il peut y avoir également des unités en dehors de la classe? Il peut y avoir des unités en dehors de la classe. Aujourd'hui, quand on a des outils digitaux, on peut interagir avec d'autres personnes, avec d'autres collèges, d'autres lycées, et éventuellement même interagir avec les correspondants qui sont dans un autre pays, par exemple. Donc, il y a ces notions-là aujourd'hui. Le numérique nous permet de repenser la notion même, la cartographie des interactions qu'on peut amener sur un cours. Ça, c'est évident. Et donc du coup, je reviens sur la notion d'outils. Quels sont les outils à disposition pour créer les interactions? Est-ce qu'on vient parler de choses simples, basiques, sur même des post-it avec des feutres, comme aussi des tablettes avec des tableaux numériques, ou même à faire des Skype avec des élèves qui sont à l'étranger, ou interagir même avec une autre classe. Donc on a des outils qui permettent de repenser les interactions, qui permettent de créer de nombreuses interactions et donc des super expériences. Et donc en fait, il y a cette notion de connaissance des outils qu'il y a à avoir. Un point peut-être qui est intéressant aussi, c'est la notion de lieu. Pour la classe, si on repense même la notion de construire la classe avec des îlots, lorsqu'on met une classe en îlot, vous favorisez les interactions. Je prends souvent cet exemple de lorsqu'on est en maternelle, on a très classiquement des îlots, 4, 6 élèves, et avec un enseignant qui va passer, entre. Lorsqu'on arrive sur le premier degré, on est souvent sur l'enseignant en face directement des élèves qui ne peuvent pas regarder à côté de leurs voisins. On va mettre un classeur pour ne pas pouvoir copier. On diminue considérablement le nombre d'interactions possibles par la disposition spatiale également. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, de repenser le lieu pour favoriser les interactions. Et un lieu qui va être agréable à vivre, que ce soit dans la façon dont les élèves vont se tenir, comme la décoration ou l'ambiance et l'atmosphère, vont permettre aussi d'amener plus d'interactions. Et le lieu physique est à considérer, et on a aussi l'espace digital. L'espace digital peut être aujourd'hui, ou numérique,
peut-être un nouveau lieu sur lequel on peut créer des expériences et interagir avec des outils qui vont même proposer des histoires ou nous faciliter le fait d'amener des histoires. D'accord, c'est très très intéressant, merci beaucoup Gauthier. Si on devait retenir quelques points essentiels à ce chapitre, qu'est-ce que ce serait? Un point vraiment important, c'est cette notion de comprendre que de toute façon l'apprentissage par l'expérience, on va de plus en plus vers ça, parce que les générations qu'on a aujourd'hui fonctionnent comme ça, en dehors du scolaire aussi, et elles demandent beaucoup d'expérience. Il y a cette notion de repenser ce qu'est une interaction, et de voir qu'aujourd'hui les interactions, on peut les créer, on peut les faciliter. C'est une nouvelle unité avec laquelle on peut venir jouer et se faire plaisir pour aussi faire un cours qui fasse plaisir à l'enseignant. Je pense que ça c'est un point qui est essentiel en fait, dans la manière de se réinventer, de repenser un petit peu aussi dans son métier, ses pratiques et de se faire plaisir. Un point qui est, je pense, vraiment important, c'est il faut essayer, il faut regarder comment est-ce qu'on peut concevoir, il faut se dire que l'enseignant même va pouvoir apprendre. On va pouvoir apprendre en tant qu'enseignant en proposant de nouvelles expériences. Il y a des choses qui ne marcheront pas, et donc il faudra aussi en apprendre, mais il y a une petite prise de risque intéressante, mais avec beaucoup à gagner, je pense, sur la notion de plaisir pour les élèves, dans la façon d'apprendre, avec une immersion plus pratique. Et aussi pour les enseignants, en fait. Je pense que là-dessus, c'est important. C'est important de revoir et de repenser la notion d'expérience interactive comme un moyen pour l'enseignant de se faire davantage plaisir. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Gauthier. Je t'en prie. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés et regardés. Nous allons nous retrouver bien évidemment pour la suite des chapitres. N'hésitez pas entre-temps à échanger, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup d'interactions sur Twitter liées aux dernières vidéos, et nous vous en remercions énormément. N'hésitez pas à poser vos questions, et bien sûr, à bientôt. À bientôt.